Bonsoir une nouvelle fois sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 20h25, nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec nos invités sans plus tarder. Et elle est avec nous, San Hadja Akrouf. Bonsoir, militante politique chez l'ACDA depuis plusieurs années. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Donc sur votre t-shirt, il y a écrit Stop au féminicide. On a une pensée bien évidemment à toutes les femmes, les jeunes filles qui subissent la violence, notamment des hommes dans le monde entier. Avec nous, Boukhalifa Ben Ma'mar. Bonsoir, cher Boukhalifa Ben Ma'mar, militant politique, membre de Riposte Internationale. Bonsoir Chaban, bonsoir Azouaou, bonsoir San Hadja. C'est un plaisir de venir échanger avec vous. Merci infiniment. Et il est avec nous, vous l'avez présenté, Azouaou Chemonouk, militant politique. Il a aussi l'avenir devant lui en tant que jeune militant, jeune hirakiste. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir San Hadja, bonsoir Boukhalifa, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement et merci pour l'invitation. Allez, je vais aller vite. Deuxième partie, on va revenir avec vous, chers invités, donc sur un premier point, un mot d'histoire tout de même. Cette date du 19 mars 62, 18 mars 61, c'est la signature et le cessez-le-feu. Donc le 19 mars, on va essayer bien évidemment un mot sur ces martyrs et puis le Hirak qui a mis au goût du jour ces grands noms de par les slogans, mais aussi qui a remis au goût du jour ces commémorations, ces grandes dates historiques. Je le disais tout à l'heure, on sait combien il est difficile, notamment de revenir sur des grandes dates d'histoire et de mobiliser la famille et notamment la jeunesse, et le Hirak a réussi à le faire et ça sera le cas demain. 62, 2023, 61 ans après, c'est le titre de l'émission. Où est cette nouvelle Algérie? On en parle avec vous. Un Hirak donc qui a permis d'exprimer ce ras-le-bol, cette politique du fait accompli quelque part. Ça continue demain avec ces deux marches, cher San Hadja Akrouf, cher Azouaou Chemonouk et cher Boukhalifa Ben Ma'mar. On reviendra sur ces deux rassemblements. Un, vous le connaissez, c'est le Hirak, avec ses slogans, changement de système, Daoula Madaniya, Machi Askariya, et puis un autre rassemblement, satellite, en tout cas des vidéos, des militants, des Algériens ont été appelés, sous quel nom, sous quelle organisation, peut-être le pouvoir derrière ça, avec vous on va essayer de comprendre, mais notamment des personnes qui, eux, affichent clairement leur soutien au président et au chef d'état-major, l'inverse du Hirak qui lui est plutôt vraiment dans l'union, le changement de système, le développement d'une Algérie. San Hadja Akrouf, je vais commencer par vous, merci d'être là. Un 19 mars 62, une date importante tout de même dans l'histoire. C'est la date du cessez-le-feu, donc c'est une date importante dans l'histoire de l'Algérie qui, il faut dire paradoxalement, qui n'est pas très connue en Algérie. On la connaît plus par... D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est férié. Je ne crois pas que ça soit férié. Alors que, voilà, c'est dire l'importance, le peu d'importance. Et c'est vrai que c'est un choix d'avoir opté pour le 5 juillet. Voilà, donc moi, c'est plus... parce que je pense que les collègues vont parler de cette date rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de cette loi vue d'ici, parce que je pense que beaucoup on en parlait sur les accords d'Évian, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est depuis le 6 décembre 2012, le 19 mars a été restitué et reconnu comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes. En France, hein. En France. Sous Hollande. Oui, sous Hollande, tout à fait. Sarkozy d'ailleurs avait réagi aussi. Voilà, donc du coup, c'est une date qui est quand même, d'ailleurs, qui a fait débat entre les Harkis, les rapatriés, et tout ça. Donc ça a fait. Et certains Français sont d'ailleurs contre cette date aussi. Cette date, tout à fait. Voilà. C'est bien d'éléments importants. Boukhalifa Ben Ma'mar, pareil, un mot sur cette date et puis le pouvoir algérien. Alors c'est bien, San Hadja Akrouf vient de préciser un peu ce qui se passe aussi en France vis-à-vis de cette date. D'ailleurs, Hollande peut-être récupération politique, mais c'est peut-être le moment d'un autre débat. Mais pourquoi le pouvoir algérien peut-être va donner un accent particulier, on le verra tout à l'heure, notamment demain, à cette date. En fait, dès qu'il s'agit d'enjeux mémoriels, le pouvoir chez nous donc, se trompe toujours d'orientation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette date, elle a toujours, au lendemain de l'indépendance déjà, au lendemain de l'indépendance, c'était un événement que
que le régime, donc l'état-major tout au long du pouvoir sur les années 60, 70 et 80. Et je pense que la première fois que ça a été réellement fêté, c'était quand Boudiaf était au pouvoir. Donc ça reste à vérifier, mais je pense que c'était là. Mais aussi, l'enjeu est double pour nous parce que c'est l'exemplarité d'une révolution qui a su, déjà à partir du milieu des années de l'année 1956, puisque c'est à ce moment-là que les premières discussions entre ceux qui s'apparentaient au noyau du FLN, alors qu'il y avait déjà eu le congrès de la Soumam. Donc c'était là où les discussions ont commencé en Italie entre les représentants du FLN et les représentants du pouvoir français à l'époque. Donc c'est aussi l'exemplarité d'un mouvement, d'une démarche révolutionnaire qui a su maintenir, malgré tous les coups bas qui lui ont été tendus, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et avec toutes les contradictions que ce mouvement-là a connues. Donc c'était d'avoir été au bout d'un processus. Et le 19 mars, même si c'est une date comme ça, mais le 19 mars est le résultat d'un processus sur plusieurs années qui a conduit et qui a conforté aussi une révolution dans ses choix et qui a maintenu coûte que coûte l'intégrité d'un territoire tel qu'il a été défini par le découpage administratif français à l'époque et qui a tenu aussi l'ordre de ces négociations parce que c'était le capital qui a été, pendant ces années d'échanges, de coupures, de reprises de discussions, de coupures, de coups bas, d'arriver à ce résultat-là. C'est ce qui est important aussi pour nous aujourd'hui. C'est cette capacité d'être sur le terrain. On est sur le terrain de la contestation, mais aussi, je pense que la construction d'une alternative nécessite aussi de revisiter cet intellectuel collectif qui a été abandonné par les collectifs, et je pèse mes mots et je le dis, et qui a été remplacé par un entre-soi qui rassure, mais qui frise le ghetto. Azouaf Chemloun, peut-être un mot sur cette date, et puis on va avancer aussi. C'est que le Hirak, c'est une force depuis 4 ans, de par d'abord chaque dimanche, vous êtes les uns et les autres mobilisés. Je rappelle aussi que vous n'avez pas attendu le février 2019, et c'est bien à dire pour vous, San Hadjak Group, notamment avec l'AGDA, parce que ça existe depuis plusieurs années. Mais un mot sur ce Hirak, à chaque date, il est là. Donc c'est un changement de système, mais à un moment donné, je sais que demain, on sera à Paris, mais vous allez évoquer ce 19 mars. Oui, certainement, mais avant de parler de ça, donc j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à l'historique de cette date. C'est vrai que dans l'histoire politique algérienne, la symbolique du 5 juillet l'avait emporté, c'est-à-dire sur le 19 mars, parce que ça s'explique par ceux qui avaient gagné lors de la crise de l'été 62 entre ce qu'on appelle communément le groupe de Oujda, parce qu'il y avait la crise de l'été 62 et Boumediene il était contre les accords d'Évian, donc à un moment, quand il avait remporté le pouvoir, donc il a essayé, à mon sens, d'occulter le 19 mars, qui a été signé par Kerim Belkacem et ses compagnons. Et donc ils ont essayé de symboliser le 5 juillet comme, c'est-à-dire date de libération, date d'indépendance, parce que le 5 juillet, c'est le jour où ils avaient trouvé un accord et le groupe d'Oujda avait remporté le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est le 5 juillet, donc il y a la force d'initiative de l'État, c'est-à-dire le pouvoir, qui avait laisser à ce que le 5 juillet l'emporte sur le 19 mars. Et le 19 mars a toujours été une date un peu à la marge dans l'histoire politique algérienne. Bon, mais revenons, ce qui est remarquable pour le 19 mars de 2023, pourquoi le pouvoir algérien s'intéresse autant, en plus en France. Moi, je pense qu'il y a une relation avec les échéances de 2024, et puis il y a aussi une relation avec la visite de Tebboune qui est programmée, je ne sais pas, peut-être le mois de mai, enfin ils disent, mais après, tellement ils occultent tout qu'on ne sait pas trop. Je pense que ça rentre dans ces deux objectifs, c'est-à-dire la visite de Tebboune, il faut le rappeler que Tebboune avait été humilié par Macron. Il faut qu'on le rappelle, et ça c'est très très important. Macron s'est permis un bain de foule
en Algérie, alors que son propre président, entre guillemets, ne peut pas se le permettre. Donc c'est une forme d'humiliation diplomatique à l'égard de Tebboune. Donc il fallait bien qu'il cherche un moyen de venir ici en France, mais tout en évitant une humiliation, parce qu'il sait bien qu'il y a un foyer de forte contestation ici en France, notamment par la diaspora. Donc il veut, à mon avis, c'est un ballon de sondage, et je pense qu'on en parlera après. Un ballon de sondage pour essayer de voir à peu près, c'est-à-dire la réaction de la classe militante ici en France. Donc il fallait qu'il jette quelque chose et il fallait qu'il trouve un récit pour ça, parce que pour justifier la marche du 19, alors qu'ils n'ont jamais fait ça, c'est-à-dire que les pro-pouvoirs, il fallait qu'ils trouvent un récit pour ça, c'est-à-dire que c'est la menace de l'étranger, et notamment, j'en ai vu, c'est-à-dire les plus absurdes, c'est les députés américains, apparemment, qui avaient demandé au président Biden c'est-à-dire de sanctionner l'Algérie. Donc il fallait bien qu'ils trouvent un récit pour justifier le 19 mars, mais à mon sens, c'est un ballon de sondage pour tester un peu la réaction de la classe militante ici en France. Je vous lance deux axes, je vous laisse la parole. San Hadj Akouf, vous connaissez aussi le Hirak, le mouvement, la révolution. Après, c'est quelque chose qui est dans la continuité maintenant et encore demain, on va y revenir. Voilà, il joue un rôle important dans ces dates. Et puis, c'est le titre de l'émission. 61 ans après, cette Algérie, c'est à peu près la même question d'ailleurs que tout à l'heure. Quel mot vous mettez, vous, derrière cette nouvelle Algérie? Ce sont des détenus, un champ politique fermé, gelé, les lois qui réforment et qui empoisonnent et qui emprisonnent aussi le droit syndical, entre autres. Voilà, une armée aussi omniprésente. Voilà, avoir un peu votre avis, 61 ans après, est-ce qu'il y a une nouvelle Algérie? Pour moi, 61 ans après, un pouvoir autiste, plus que jamais, des détenus d'opinion, à ma connaissance, plus que jamais dans l'histoire de l'Algérie. Il y en a eu. Il ne faut pas qu'on dise que tout allait bien et non, il y a eu, juste après l'indépendance, le printemps berbère, les événements de Constantine, il y a eu des militants communistes qui ont été arrêtés. De tout le temps de l'histoire de l'Algérie, il y a eu des arrestations et des prisonniers, mais de cette manière, c'est-à-dire, quand on a arrêté les militants berbéristes, on a arrêté les militants communistes, j'ai envie de dire, au moins ils savaient pourquoi ils sont arrêtés. Là, il y a des jeunes qui sont sortis dans la rue, il y a des jeunes qui ont fait le pouce là pour j'aime ou j'aime pas, se retrouvent dans. Donc c'est qu'on est dans une politique de terrorisme. En fait, on est en train de terroriser la société plus que jamais, en promettant le bien-être, en essayant de partager la manne pétrolière un peu comme ça pour gagner le silence du peuple algérien. Sauf que ça ne va pas tenir longtemps. Nous l'avons vu avec Bouteflika qui a effectivement partagé cette manne, et au bout de 20 ans, ça a explosé, et si ça continue comme ça, on n'est pas loin de, malheureusement, l'explosion. Ça ne sera pas au même terme du Hirak, c'est-à-dire Besselmia, et c'est ça que je crains aujourd'hui, c'est que quand les gens sont sortis en 2019, c'était la Selmia, c'était le Hirak, et il y avait toutes les tendances dans la rue, c'est-à-dire qui s'acceptaient. La première fois qu'on se retrouve avec des gens de partout, de toutes les tendances, des filles en décolleté avec des barbus, etc. Un peu la société que nous souhaitons, quoi, que tout le monde se respecte et il n'y a pas de monopole. Et là, ceux qui vont sortir, si ça continue comme ça va pas être dans la Selmia, et ça, je crains beaucoup. Je le souhaite pas. Parce que... Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne veut rien entendre, parce que c'est une malheureuse seule solution. Parce que c'est pas possible. Le pouvoir ne veut rien entendre. Et après, c'est qu'à force de fermer, ça va exploser. Ce que je ne souhaite pas. Moi, je
je le dis encore une fois, si jamais il y a la violence qui rentre en jeu sur le terrain politique, on n'a pas les moyens. Par exemple, moi je suis dans les manifs contre la réforme ici en France, donc je suis syndicaliste. Il y a bien sûr des jeunes qui brûlent, mais pas que des jeunes, les gilets jaunes, etc. Mais il y a un débat. Le soir, on se retrouve dans les assemblées générales. Là, il n'y a pas d'espace de débat. Et s'il n'y a pas d'espace de débat... C'est la violence qui prendrait le dessus. Eh bien, oui, et puis qui c'est qui paye? C'est le petit peuple, parce que ceux qui sont dans le pouvoir, ils peuvent prendre l'avion le soir même et partir, et on le connaît, ça risque d'être la balkanisation. Plus que ça, l'Irak, la Syrie, on a des modèles de dictature, ça ne peut pas se faire dans la Selmia, c'est pas possible. Boukhalifa Ben Mahmal, 62-2023, voilà cette Algérie, et puis on a ce Hirak qui est un grand moyen qui a exprimé ce ras-le-bol, cette politique, stop à cette politique aussi du fait accompli, parce que voilà, depuis quand même plusieurs mois, on impose quelque part aussi le président, malgré le boycott, le référendum, malgré le boycott, etc., etc. C'est-à-dire que la logique du système est maintenue coûte que coûte, quel qu'en soit le coût. D'une part, et d'autre part, là où je ne souscris pas par rapport à la violence dont parlait notre camarade Sanhaja, c'est qu'aujourd'hui la menace elle vient plutôt de l'extérieur, puisque la responsabilité du régime c'est d'avoir aussi mis le feu autour de lui. Donc aujourd'hui, en l'absence d'un État démocratique avec ses institutions, on ne peut pas régler le problème avec les voisins. Je tenais juste aussi à mettre un point d'ordre. Tout à l'heure, Zouaou, il avait abordé l'histoire des 27 sénateurs américains qui arrêtaient. Ça, c'est le résultat du lobbying marocain. Et aussi, on oublie qu'il y a 17 eurodéputés, à leur tête l'ancien président du Parlement européen, qui a envoyé une lettre co-signée avec ces 17 députés aussi, des eurodéputés, qui ont demandé à ce que la Commission européenne révise son traité d'accord avec l'Algérie. Mais ça, c'est encore une fois le travail du lobbying qui est fait par les Marocains. Ils en profitent. Aujourd'hui, à juste titre ou pas, donc le budget de l'armée algérienne par rapport à l'année dernière, il a augmenté, mais celui du Maroc a augmenté de 5 points de plus que celui d'Algérie. Un pays comme la Mauritanie, pareil, le Niger, pareil, le Mali, pareil. Et puis vous avez les... Le débat, c'était surtout, on l'a longuement évoqué, c'était surtout, ce budget-là augmente, mais le quotidien des Algériens... Je veux dire aussi le risque d'embrasement de la région, il n'est pas du fait il est du fait de l'irresponsabilité du régime dans la stabilisation de la région, parce qu'il ne fait rien et il ne peut pas la stabiliser. C'est le plus gros pays d'Afrique en termes de surface, en termes de superficie et en termes de longueur des frontières. On n'a pas une frontière avec 2 pays, mais avec 7 pays quand même. Ça, c'est important. Et le régime, il a choisi quand même de rater une occasion historique de pouvoir participer à la réforme d'un État et d'aller vers, je ne dis pas tout simplement perdre la face en acceptant les revendications populaires, en allant vers plus de démocratie et tout, mais vers un système beaucoup plus inclusif. Parce que la première violence qui est faite aux Algériens, c'est celle qui consiste à les exclure de la gestion des affaires de la cité, de leur propre pays. Donc d'abord, on les minore, d'une part, et d'autre part, la violence, elle est doublement institutionnalisée, parce que quand vous avez 50% des femmes qui sont considérées comme des mineurs du fait du code de la famille qui est d'inspiration religieuse, il faut le dire, ça pose un problème, non pas de projet de société, mais de choix vers lesquels on va. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi la faiblesse. Donc, vous avez une opposition qui a été complètement domestiquée, je pèse mes mots. J'ai un profond respect pour ceux qui sont investis là-dessus. Mais il y a aussi une impossibilité de construire une alternative au sens politique du terme. Azouab, donc je disais, ce Hirak continue, il nous reste 15 minutes d'émission, on va évoquer ce Hirak qui exprime ce ras-le-bol tout de même, avec on a compris que depuis 61 ans, les choses elles sont très compliquées en Algérie, on en parle souvent, voire tous les soirs, malheureusement sur ce plateau. Demain il y a une grande marche qui commence.
qui continue à la fois, avec une particularité. On a ce Hirak qui se rassemble et qui a les mêmes revendications, les mêmes slogans, les détenus, hommage aux martyrs, un changement de système, l'omniprésence de l'armée, ça suffit, le Dawla Madaniya Machi Askariya. Et puis il y a aussi demain la particularité, il ne faut pas se le cacher, on a ces vidéos qu'on tournait, on en a parlé encore hier. On a ce rassemblement qui devrait normalement avoir lieu à Paris, dans un autre endroit, où derrière il y aurait une pseudo-influence, satellite, organisation pro-pouvoir. En tout cas, on a vu un des militants scander avec des pancartes à l'effigie du président Tebboune et notamment aussi avec le portrait du chef d'état-major, ce qui n'est pas le cas dans le Hirak, c'est plutôt des slogans et le développement d'une Algérie, une vraie Algérie nouvelle. D'abord, permettez-moi juste de rebondir sur ce que disaient mes camarades tout à l'heure. Moi, je souscris à l'idée où la violence en interne pourrait surgir, parce que c'est le pouvoir qui pousse à une violence, malgré la conscience du peuple algérien. Mais on a vu la qualification de deux mouvements politiques de mouvements terroristes, c'est-à-dire que c'est la volonté de ce pouvoir de faire revenir les années 90 en 2023. Bon, bien évidemment qu'il y a la conscience du peuple algérien qui n'est pas la même que les années 90, donc il a pu quand même éviter une certaine dégradation de la scène politique algérienne. Et ce que disait tout à l'heure mon camarade Bouhalfa concernant la violence, enfin les menaces étrangères, je suis entièrement d'accord, mais c'est le régime algérien qui a poussé à ce que le Maroc ait des lobbying ou puisse faire du lobbying au sein des institutions européennes ou américaines, c'est parce que c'est par la faiblesse de la diplomatie algérienne. Quand on a un système, quand on a une instabilité politique, quand on a une économie très très fragile, quand on a, c'est-à-dire on n'a pas une certaine maîtrise technologique pour, c'est-à-dire fabriquer ses armes, tous ces éléments font en sorte à ce que la diplomatie soit faible. Donc c'est ce qui a tous ces éléments qui ont laissé, donc c'est le régime qui a laissé à ce que la diplomatie soit faible. Donc une nouvelle diplomatie arrive avec un nouveau ministre des Affaires étrangères. On change peut-être les personnes, mais réellement on change pas, c'est-à-dire fondamentalement ou structurellement rien n'a été changé. Donc je vous ai évoqué tout à l'heure quelques éléments qui pourraient avoir ou donner une force diplomatique à un pays. C'est ça. Donc nous on n'a aucun de ces éléments-là pour pouvoir avoir une force diplomatique. Donc en quelque sorte c'est le pouvoir qui alimente un danger extérieur. Tous les pays sont menacés, y compris la France, y compris les États-Unis, y compris même les pays les plus démocratiques. Mais quand on a un front, c'est-à-dire intérieur, solide par la démocratie, par la stabilité de ses institutions, par la légitimité, la confiance légitimité, aussi. Par la force c'est-à-dire l'adhésion de sa population à un projet, à un État, là, malgré les menaces, on arrive à surmonter ces menaces. Maintenant, par rapport à votre question concernant l'Algérie nouvelle, nouvelle n'est pas synonyme de vertueux. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qui est nouvelle parce que dans notre subconscient, tout ce qui est nouveau est vertu, est beau. Alors que l'Algérie nouvelle n'est pas synonyme de l'Algérie démocratique, l'Algérie des libertés. C'est juste un slogan pour se démarquer de celle de Bouteflika. C'est tout. Pour le régime de Tebboune, c'est juste pour dire que voilà, l'Algérie nouvelle, c'est-à-dire qu'on passe de l'Algérie de Bouteflika, de corruption et de ceci, de cela, vers une Algérie nouvelle, mais qui n'est pas démocratique, qui n'est pas libre, qui ne respecte pas les libertés, et ceci et cela. Le roi est mort, vive le roi. Exactement, c'est ça. Maintenant, par rapport à la marche de demain, il y a un slogan qui dit, ou il y a un adage qui dit diviser pour mieux régner. Moi, je dirais provoquer pour mieux régner. Pourquoi ? Dans tous les systèmes totalitaires, pour pouvoir, et dictatoriaux d'ailleurs, pour pouvoir sonder un peu la population, dans les systèmes démocratiques, on consulte la population, c'est-à-dire par des votes, par des référendums, par ceci, par tous les moyens démocratiques. En revanche, dans les systèmes dictatoriaux, ce n'est pas par le vote, parce qu'ils savent très très bien le vote allait être à l'encontre de ce qu'ils veulent, les régimes dictatoriaux, mais ils provoquent la société. Et on l'a vu à des maintes reprises dans l'histoire algérienne, ils provoquent la Kabylie, ils provoquent donc on essaie toujours de provoquer, et le 19 mars, ça rentre dans ça. Donc ils veulent provoquer pour voir à peu près la réaction de la diaspora. San Hadja Klouf, demain.
Demain, moi, je pense que le pouvoir utilise la carte du nationalisme à fond, donc en nous accusant de Hizb Faransa, de Harka, etc. Et cette date, elle est pas neutre, parce que on est sur l'indépendance et nous... Alors, deux choses. Pourquoi parce qu'il faut aller vite. Je vais essayer de résumer. D'abord parce que la diaspora, en arabe, on dit l'homme qui c'est-à-dire, c'est le dernier rempart contre la répression. On continue à parler. La diaspora est rappelée justement que cette nouvelle Algérie, c'est pas l'Algérie de la démocratie, mais de la répression, avec nos pancartes dans les manifs le 1er mai partout dans le monde. Et ça les gêne. Tout dictateurs qu'ils sont, ça les gêne quand même parce qu'ils ont envie de donner l'image tout va bien. La marche parallèle, moi, dans l'absolu, ça me gêne pas. Moi, je suis une vraie démocrate. Qu'ils manifestent. Mais ce qui est gênant, c'est les insultes, c'est les menaces avec lesquelles ils traitent les militants, les harakis, etc. Et c'est ça qui est gênant. Et c'est ça qui est dangereux. Ils sont pas capables d'avoir un débat de fond, idée contre idée. Ils ouvrent les télés, les radios, etc. Et on débat. Et puis, pour conclure, parce que ça tourne, pourquoi ils viennent manifester de Paris ? Pour soutenir l'Algérie, eux, les nationalistes, c'est-à-dire ils viennent dans le pays ennemi pour soutenir... Ouais. Pourquoi ils ne le font pas en Algérie ? C'est de la schizophrénie. Alors quand même. Je pose la question. C'est de la schizophrénie. Pourquoi ils le font ? Ils font dans le pays, ancien colon, etc. Si ce n'est pas de la schizophrénie, dites-moi. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'il nous reste encore 9 minutes, donc pourquoi ils ne le font pas en Algérie ? Parce que le pouvoir algérien ne donne pas accès Alger est fermé, on ne peut pas manifester. Parce que je pense qu'ils ont peur d'être débordés, d'avoir vraiment, même s'ils ramènent 200, 300, 2000 personnes pour soutenir Tebboune, ils ont dans la tête le million de Hira qui revient. Et donc, ils préfèrent interdire et ils viennent sur Paris, le pays de l'ennemi, de mécréants, de tous les adjectifs qu'ils sont en train de mettre d'entre eux. Et c'est schizophrénique. Alors nous disons, ouvrez le champ politique, laissez-nous débattre, n'ayez pas peur. Si vous pensez que vous avez raison, ouvrez, libérez les détenus, laissez Radio M, laissez les plateaux ouverts, en débat pendant quelques mois, quelques années. Faites après des élections, après ça, des vrais débats, une vraie transition démocratique, puisque vous êtes sûrs de vous, puisque nous, on est les Harka, on est les minorités. Pourquoi vous avez peur de nous ? Pourquoi vous avez peur de nous ? Laissez le champ politique ouvert, en débat, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir. Et bon, vraiment, moi je trouve quand même assez minable de nous traiter de Harka et de venir soutenir Tebboune de Paris et de pas le faire d'Alger, quoi. Moi je pense que... Bon, moi j'ai dit tout de suite, j'ai eu un mot qui m'est venu à l'esprit, c'était de la barbouzerie, ni plus ni moins. Donc chacun est libre d'aller consulter et de voir le sens de la barbouzerie, je n'irai pas plus loin. Par contre, sur un autre plan, je suis interpellé. Je pense que le fonctionnement de la contestation dans la diaspora a atteint ses limites structurelles. C'est-à-dire que pour moi, je pense que cette question de la manifestation pro-pouvoir le 19 mars à la place de la République est une opportunité pour que l'essentiel des collectifs qui y opèrent considère, c'est-à-dire que c'est l'heure de considérer qu'il y a un autre moyen de mener cette contestation. C'est ce que je disais tout à l'heure à Tahar Sistri, c'est qu'on a l'impression, enfin en tout cas que le fait qu'il y ait un autre rassemblement, et qui a lieu d'être d'ailleurs, il faut juste savoir comment il est manipulé, est-ce qu'il est manipulé, mais on a l'impression même que ça a renforcé un petit peu les différents collectifs, les différentes personnalités qui composent ce Hirak, où les idées sont... c'est normal que parfois on n'est pas d'accord, on ne communique pas de la même manière. Vous ressentez ça ? Que demain, il y a une union particulière tout de même ? Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très réaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui va... Vous savez, le pire des cas, c'est quand on croit à son propre mensonge. Je suis réaliste, j'ai les pieds sur terre. Donc je ne rêve pas non plus. Je pense que quand j'ai exprimé que c'était une opportunité, c'était pour reconsidérer maintenant les moyens, et qu'ils soient organisationnels et la manière de
mener la contestation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des lieux que peut-être on n'a jamais été voir, donc il faudra reprendre avec ces manières. Vous savez, en Algérie, le pouvoir a peur des cafés littéraires. Pourquoi? Tout le monde sait pourquoi. Sauf que nous, ici, on est dans un pays libre où on peut organiser des conférences, où on peut organiser ces espaces d'échange et où on peut aller à la rencontre de nos concitoyens qui se posent et qui posent des questions. Il a peur pourquoi? Pour l'ouverture d'esprit, pour... Bien sûr, parce que à partir du moment où vous avez un cadre d'échange qui est libre, vous avez quand même une élévation de la conscience politique qui est capable de formuler un projet aussi. C'est ça la peur c'est ça la hantise du régime. Donc nous qui avons ici à disposition des espaces de liberté qui sont inimaginables sous d'autres cieux, nous n'en faisons rien. Nous sommes dans l'agitation quasi permanente. Je dis cela, je pèse mes mots et je ne l'exprime pas de manière péjorative. Je pense qu'il y a des lieux qu'il faudra investir maintenant et je pense que cette histoire du contre-rassemblement ou on peut appeler comme on veut, mais pour moi c'est de la barbouzerie, ça ne va pas au-delà. Je pense qu'il y a lieu aussi d'avoir une vision prospective la plus critique possible sur ce qui a été fait, parce que jusqu'à présent, je ne parle pas d'une critique à charge, ce n'est pas un procès à charge qu'on doit mener sur les 4 dernières années, non. Je pense qu'aussi il faut se dire... voilà ce qu'on doit faire pour les 3 ou 4 prochaines années, parce que cette 4 années positives, vous êtes encore là tous les 3. Oui. Je vais vous dire aussi parmi tant d'autres, bien sûr. Oui, mais je pense qu'aussi il y a une expérience à capitaliser, il y a des projections à faire, il y a une réflexion collective à mener qui à mon avis va devoir quand même élaguer ce qui leste cette dynamique, à savoir les égos et la fermeture d'esprit, ce qui a empêché aussi que des actions soient menées à terme. Je pense qu'il faudra sortir du registre de cette unité de façade qui consiste à faire des actions sporadiques, parce que là, cette fois-ci, on s'est senti un peu en danger, mais en danger de quoi? Par rapport à quoi? C'est quoi? La place de la République est une place peut-être sur le plan symbolique qui représente quelque chose pour nous, mais lier une idée de la contestation et une idée à une place, c'est important. C'est important. Ça reste. Moi, je n'épouse pas cette vision. Important. Je pense qu'il faut développer des idées. C'est pour ça. On laisse réagir. Il nous reste 3 minutes. Donc vous pouvez réagir là-dessus. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés. On s'est retrouvés en l'espace de moins de 2 ans. Je fais abstraction de l'épidémie et tout cela. On est passé d'un mouvement de contestation. On voyait des familles avec des poussettes et tout. On est passé à 3 tendus et de pèlerins. Donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. On ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Je suis désolé. Non, mais ça, on est d'accord. Il faut le faire. Débat se fait, voilà. Et le débat se fait au sein des collectifs de diaspora. Je pense que la place de la République, c'est important symboliquement, parce que quand tous les espaces sont fermés, eh ben, je peux vous dire que le fait qu'on dise qu'il y a c'est important. C'est important, on n'est pas les seuls. Moi, je fais beaucoup les Chiliens, ils viennent, les Palestiniens, tous les peuples opprimés qui ne peuvent pas s'exprimer chez eux, c'est heureusement qu'il y a ces espaces. Et je peux vous dire que le fait de dire que même si on n'est que quelques centaines à être encore sur le terrain, ça dit que le Hirak peut continuer d'exister. Voilà. Alors pour moi, c'est important. Quelques centaines en temps normal, mais sinon quand il y a des marches, etc., il y a une mobilisation quand même qui est beaucoup plus importante. Tous les deux ont raison, parce qu'au fait, c'est-à-dire il faut en parallèle mener des actions en profondeur, parce que... Mais ça se fait, ça se fait. Donc, il y a des collectifs qui se réunissent, il y a des débats. Je vous dis pas le contraire, d'autant plus on est en France, un pays de liberté, où c'est-à-dire on peut se permettre ce genre d'action. Mais ce que je pense que voulait dire Boukhalifa, c'est que on a, à mon sens d'ailleurs, ça n'engage que moi, on avait fait tout sauf de la politique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas approché les problèmes politiquement, on les a approchés avec des a priori parfois, même parfois avec des personnes. Excusez-moi, je relance toujours les invités quand j'entends ça. Bon, reste une minute, je vais aller très vite, mais je trouve qu'il fallait prendre cette maturité. 4 ans, en fait, 4 ans, c'est peu dans un mouvement, dans d'ailleurs, c'est pas un reproche. Et c'est même pas un reproche. C'est pas un reproche. D'ailleurs, on est tous, enfin, je dirais pas défenseurs
croyons, mais on est tous comptables. Hein. À un certain moment, c'est que un travail introspectif doit se faire, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui nous a laissé à ce que on n'ait pas de la trempe, enfin peut-être j'exagère, mais de la Fédération de France ou de l'Étoile nord-africaine. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation, on est loin d'être... La Fédé ne s'est pas faite en 4 ans non plus. Le mot de la fin, 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut dire pour que les personnes sortent demain, par exemple? Moi, je serai demain place de la République parce que c'est important d'être avec les gens pour dire que le Hirak n'est pas mort. Même si on est 10 aujourd'hui, ça veut dire que l'idée, le Hirak, c'est une idée, c'est pas un programme politique. Donc, c'est important qu'on la défende. On peut faire un débat, Chaaban peut nous inviter. Le Hirak est arrivé quand même sur les années noires, les centaines de morts, etc. Donc on ne peut pas faire comme ça en 4 ans. Ouais. La répression féroce quand même, c'est une répression qui n'a pas d'égal dans l'histoire de l'Algérie. Merci voilà. à tous les trois. En tout cas, le Hirak, le mouvement, les Algériens et Algériennes de la diaspora sont encore là puisqu'ils étaient là le 19 février. Pour la marche du 22 février et ils seront là demain. Merci Boukhal Falouna, merci Yazochon, Sanhaja Akouf, merci et bon rétablissement. Vous avez subi une petite opération chirurgicale. Merci infiniment. Dans quelques instants, El Umq avec Nasser Djoudi. Merci infiniment aux équipes techniques vraiment qui travaillent à nos côtés. Merci.